Taïwan est l'un des pays les plus pro-japonais au monde, un pays extrêmement influencé par le Japon, où l'on adore la culture japonaise. Ils entretiennent de bonnes relations politiques et économiques, bien que Taïwan ait subi une dure colonisation japonaise pendant 50 ans. Je suis Naka, voici Japatonic. Restez avec nous pour une vidéo passionnante sur la colonisation japonaise à Taïwan. Le fait est qu'en 1895, le Japon remporte la guerre contre la Chine. Bien que Taïwan soit occupé par l'Empire Qing, après avoir perdu la guerre, l'administration Qing a quitté Taïwan et les Taïwanais ont dit « Ah bon, les Qing sont partis, maintenant nous sommes indépendants ». Et ils ont dit « C'est bon, c'est notre pays et c'est fini ». Mais non, le Japon a déclaré « Nous avons gagné, donnez Taïwan ». Donc il y a eu une résistance où certains Taïwanais ont combattu contre l'armée impériale japonaise, mais ce n'était pas une force très puissante. Par conséquent, le Japon a mis 6 mois au total pour obtenir le contrôle absolu de l'île de Taïwan. En fait, le Japon était en train de devenir un pays colonisateur, le Japon voulait s'étendre et Taïwan était ce qu'il voulait transformer en leur première colonie modèle. En tant que colonie modèle, Taïwan a bénéficié d'infrastructures, d'hôpitaux, d'écoles et de modernisation. Des trains comme celui-ci dans le village de Jifen. Et Jifen signifie 10 parts, parce qu'à l'origine, seulement 10 familles vivaient ici. Et ce qu'elles gagnaient en travaillant, ces familles se le partageaient. Comme la région avait du charbon, les Japonais ont construit des voies ferrées, amené de nombreux ouvriers, et le village est devenu minier. Ce n'est pas une métropole, c'est un village, mais il y a plus que 10 familles. On est passé à des centaines, voire des milliers. Beaucoup vivent ici, avec une assimilation progressive. Oui, évidemment, au début il y a eu beaucoup de morts, de l'endoctrinement, mais la situation n'a pas été aussi grave qu'en Chine et en Corée. La raison, pour l'expliquer de façon simple et courte, c'est que Taïwan a opposé très peu de résistance. Donc, c'était, entre guillemets, facile. Et de toute façon, ils étaient déjà comme colonisés. Il n'a donc pas été nécessaire d'user d'autant de violence. En revanche, la Corée et la Chine ont bien plus souffert en raison d'une forte résistance. Bon, ici aussi il y a eu de l'exploitation, il y a eu des femmes de réconfort, il y a eu un peu de tout ce qui s'est passé en Corée et en Chine, mais à des niveaux bien plus bas. Mais bon, après 35 ans de colonisation, c'est à ce moment-là que le Japon a imposé comme règle que dans les écoles, seul le japonais serait enseigné, c'est-à-dire en 1930. C'est-à-dire qu'ils ont mis 35 ans, bien que la colonisation en Chine et en Corée ait été bien plus brève. Par exemple, les Coréens, presque du jour au lendemain, la Chine et la Corée n'ont pas eu le temps d'assimiler. Les Taïwanais, eux, oui, et le contrôle était surtout administratif et policier, peu militaire. Si le Japon voulait quelque chose de Taïwan, il le prenait. C'était l'idée de l'Empire nippon. L'objectif était d'éduquer leur nouveau petit chien. Taïwan a été une véritable expérience de colonisation, car ils voulaient vraiment que Taïwan devienne une province ou une préfecture de plus du Japon. C'était l'objectif. De plus, il y a même eu des Taïwanais qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que Japonais, ce qui a été assez compliqué lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Parce qu'ils étaient identifiés, officiellement considérés comme japonais, ils n'avaient pourtant pas la nationalité japonaise. Ce fut une situation étrange à l'époque. D'ailleurs, dans ce village, on peut lancer des petits ballons en papier. Les gens font des vœux sur eux. Selon la couleur, c'est un type de vœu d'une certaine catégorie. Par exemple, le jaune c'est pour l'argent, le rose pour le bonheur. C'est en vérité assez petit. Les voies sont là, un pâté de maison ici et un autre là, c'est agréable quand le train passe, et il y a des chutes d'eau toutes proches. D'ailleurs, quand je suis venu il y a 2 ans, je suis venu ici, et je n'aimais pas trop cette idée-là, qu'on jette les petits ballons, parce qu'en marchant par là après, tu vois les ballons jetés par terre. Mais bon, ils disent que les gens du coin, il y a des gens qui s'occupent de les ramasser, qu'on voit de temps en temps des gens les ramasser. Et il y a une compensation monétaire de 10 $ taïwanais pour chaque morceau de papier recyclé. Parce qu'il y a non seulement du papier, mais aussi un peu d'aluminium et de métal pour maintenir le feu. Je dois dire aussi que la dernière fois que je suis venu, je suis passé et tu voyais certains, le papier finissait par brûler à 20 mètres. Et ton vœu a littéralement duré 30 secondes. Mais bon,
Et le plat le plus célèbre de ce village, c'est l'aile de poulet farcie au riz. J'en ai déjà mangé il y a un moment, ce n'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. C'est marrant, car c'est une aile de poulet. Ils l'ont désossée et remplie de riz. Regardez. Le guide m'a dit que cet endroit est tenu par une grand-mère qui a presque 100 ans, qui fait des massages ou lit les lignes de la main. Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais on m'a dit qu'il y avait une boutique d'une dame qui avait ça, le truc du drapeau japonais, parce que c'était une dame pro-Japon, disons. C'était donc une personne fière, avec une identité japonaise, disons, mais évidemment native, née à Taïwan. Ensuite, en 1930, il y a eu ce qu'on a appelé le massacre de Mucha. Il s'avère que les personnes qui ont le plus souffert pendant la colonisation japonaise étaient les aborigènes, les natifs de Taïwan. Une tribu nommée Sidik existait. Un jour de 1930, lors d'un mariage, à cause d'une dispute liée à l'alcool, un policier japonais a frappé le fils de Mona Rudao, qui était le chef des Sidik. Et ça, ce geste a fait déborder le vase. Parce qu'ils subissaient de la discrimination, des mauvais traitements, ils étaient forcés de faire des travaux très mal payés. Et par conséquent, ça a fait qu'environ 300 Sidik ont attaqué une école réservée aux Japonais, et justement le jour où ils y sont allés, il y avait un événement sportif scolaire, sûrement ce qu'on appelle Undokai, et ils ont tué 134 Japonais, parmi eux des hommes, des femmes et même des enfants de primaire. 134 Japonais. Quel a été le résultat? 1000 Sidik ont été tués à cause de ce massacre. Et de plus, Mona Rudao s'est suicidée pour ne pas être capturée, justement. De plus, il y a un film de 2011 qui est basé sur toute cette histoire, qui s'appelle Warriors of the Rainbow. Honnêtement, je ne l'ai pas vu car je n'ai pas pu la trouver. Si vous le trouvez, connaissant le contexte historique, il est intéressant d'écouter ce genre d'histoire. Aujourd'hui, Mona Rudao est considéré comme un héros national parce qu'il a été un symbole de résistance à la colonisation pendant des périodes difficiles. Surtout pour une classe qui était extrêmement marginalisée et discriminée. Comme le paysage est beau. En 1880, dans ce village appelé Jofen, ils ont trouvé de l'or. Et bien sûr, 15 ans plus tard, quand les Japonais sont arrivés, ils ont surexploité l'exploitation minière dans cet endroit. Alors, Jofen, de la même manière que Shifen, le village précédent, signifie 9 parties, c'est-à-dire parce qu'il y avait 9 familles qui descendaient des montagnes. Pour acheter quelque chose, par exemple, je ne sais pas. Du papier toilette. L'un d'eux y allait et en achetait 9, puis il devait le diviser en 9 parties. C'est pour ça qu'on l'appelle 9 parties, Jofen, et de 9 familles. C'est devenu un village assez grand. Mais ici, les travailleurs ont été énormément exploités. D'ailleurs, on dit que beaucoup des travailleurs sont venus de façon forcée. La paie était très basse et les conditions de travail étaient misérables. C'était très dangereux de travailler dans cette zone. Ce n'était pas de l'esclavage, parce que, justement, sur la montagne d'à côté, il y avait une mine d'or, où là, il y avait bien de l'esclavage, c'était des prisonniers de guerre. De ce côté-là, par exemple, il y a ce qu'on appelle le musée de la mémoire, à cause de l'esclavage des gens qui ont travaillé dans cette mine. Mais ici, il y a aussi une certaine fierté pour l'identité du peuple. Ce n'est pas pour glorifier l'impérialisme, mais surtout une fierté ouvrière. S'il n'y avait pas eu la mine, ce village ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, et les paysages ici sont magnifiques. Je suis venu ici il y a 2 ans pour ma lune de miel, et nous avons passé 2 nuits à l'hôtel qui se trouvait dans ce village, où les paysages étaient magnifiques. Mais en vérité, 2 nuits, c'était trop. Une seule nuit aurait suffi, mais l'endroit est extrêmement beau, vraiment, c'est très joli. C'est la vue la plus célèbre de ce village, qui est une maison de thé. Cet endroit, on disait que le voyage de Chihiro était basé sur cet endroit. Mais en fait, une émission de télévision a interviewé Hayao Miyazaki et lui a dit « Oh, c'est bien que tu te sois inspiré d'un paysage de Yufen pour le film. » Et Miyazaki a répondu « Désolé, mais je ne sais pas de quel endroit vous parlez. Je suis vraiment désolé, mais ça ne me dit rien. » Et bien sûr, c'est une appropriation totale.
Enfin, il y a plein d'endroits qui disent « inspiré par le voyage de Chihiro ». Mais en réalité, le voyage de Chihiro, c'est de l'architecture asiatique. C'est juste super exploité, rien d'autre. Ce n'est pas que ce soit basé sur un endroit du Japon, parce qu'au Japon, je crois qu'il y a au moins 2 endroits. Un onsen et je ne sais quoi d'autre. On dit que ce sont des inspirations du voyage de Chihiro et je ne sais quoi d'autre. Magnifique, cet endroit est vraiment beau. Et en vérité, le village est assez grand, il n'est pas si petit. On constate que de nombreuses personnes se sont installées ici, voire plus. On dit qu'entre 1920 et 1930, ce village avait même un cinéma, des bars, des bordels, des maisons de thé. Il y avait une très grande activité urbaine dans cette zone. Mais quand l'or et le cuivre se sont épuisés dans les années 70, après le départ du Japon, la ville est devenue une sorte de village fantôme. Soudain, il n'y avait plus d'activité, car tout le travail minier avait cessé. Mais dans les années 90, c'est là qu'ils ont redécouvert l'endroit comme une destination touristique. En vérité, en tant que destination touristique, ça a vraiment marché, parce que c'est un village avec beaucoup de boutiques et il offre des vues magnifiques. Et depuis le centre de Taipei, c'est à peu près 1 heure, voire un peu moins en bus. Mais tout cet endroit, vraiment, a été crucial pour le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, car avec la quantité d'or et de cuivre obtenue grâce au travail d'ici, cela a énormément aidé l'économie de guerre. Le Japon, en vérité, est arrivé là où il est en grande partie grâce à l'exploitation minière qui existait dans ces montagnes. C'est super. Labyrinthique et chaotique ici. La nuit, c'est magnifique aussi. La nuit, ils allument des lumières, les zones avec vue changent, c'est très beau. Maintenant, je ne sais pas comment ils vont. Je ne sais pas comment fonctionnent les adresses ici pour que tu reçoives du courrier. C'est compliqué, mais c'est bien parce qu'il y a ce mélange entre zone touristique et authenticité de village. Tu entres dans la rue et tu vois déjà un vrai petit village. Voyons voir le tofu puant. Je l'ai goûté il y a 2 ans, voyons, plus, allons là-bas à l'intérieur. J'ai goûté ça il y a 2 ans et franchement, c'était dans un stand de rue. Franchement, ça sent mauvais, mais ça sent l'égout. Et je pensais que les quartiers de Taipei étaient sales et sentaient l'égout, mais non, la ville ne sent pas mauvais. Ce qui sentait mauvais, c'était cette nourriture. Mais les Taïwanais adorent ça. Alors je me suis dit, bon, il faut que j'essaye. Non, c'est vraiment mauvais. Non, ça sent vraiment l'égout. Non, non, non. On laisse les restes et on les jette. Comme ce n'est pas un stand de rue, je veux dire, peut-être, est-ce que je devrais lui donner une seconde chance? Franchement, celui-ci n'a aucun goût pour moi. Le tofu a peu de goût en lui-même. Assaisonné, il peut être plus savoureux, mais honnêtement, celui-ci manque de saveur. C'est un tofu normal, je m'attendais à un goût plus marqué. Non, mais vraiment, celui d'ici, c'est comestible. Oui, en tout cas, ça sent moins mauvais qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, à l'entrée du village, ça sentait vraiment mauvais, tout sentait le tofu puant. Maintenant, ça sent moins fort. Peut-être que ça signifie que c'est moins savoureux, moins intense. Il y aura 2 vidéos de Taïwan, ou au moins 2 qui sont déjà faites, et je pense qu'aujourd'hui je vais en faire une de plus, exclusivement pour les membres. Comme vous le savez déjà, à côté du bouton s'abonner, il y a le petit bouton rejoindre. Pour 2,50 $ par mois, accédez à une vidéo supplémentaire chaque semaine. Pour ceux qui ne peuvent pas, Japatonic reste pareil. Tous les lundis soirs, vous savez déjà qu'il y a des vidéos de Japatonic, l'abonnement pour les membres est juste un petit extra. Mais en 1945, le Japon perd la guerre. Et qu'est-ce que ça provoque? Que le pays nippon doive rendre toutes les terres conquises, y compris évidemment Taïwan. De ce fait, sur les 350 000 citoyens japonais qui résidaient à Taïwan, ils ont été rapatriés. Ça représentait 6% de la population.
À ce moment-là, après le retrait du Japon, la Chine était gouvernée par la République de Chine, c'est-à-dire la République de Chine de Chiang Kai-shek, c'est-à-dire les nationalistes, pas les communistes. Comme nous l'avons déjà expliqué dans la vidéo précédente, donc cette île finit par être gouvernée par le Kuomintang, mais Chiang Kai-shek n'était pas installé à Taïwan, il était dans la Chine continentale que nous connaissons. Jusqu'en 1949, lorsque Chiang Kai-shek, la République de Chine, perd contre la République populaire de Chine, non, la Chine de Mao Tse-tung. Et c'est à ce moment-là que Chiang Kai-shek vient enfin s'installer sur l'île de Taïwan. Maintenant, quand Chiang Kai-shek est arrivé à Taïwan, les Taïwanais l'attendaient comme un sauveur, comme un libérateur, avec plus d'autonomie, avec la démocratie ou quelque chose, tout ce qu'un pays capitaliste peut apporter, non. Mais ce qu'ils ont trouvé, c'était un système militarisé, autoritaire, dans lequel ils ont alors interdit la langue japonaise. Maintenant, les Taïwanais devaient apprendre le mandarin, qui est la langue parlée en Chine continentale, alors qu'avant l'invasion japonaise, Taïwan parlait taïwanais. L'écriture est la même que celle du mandarin, mais la phonétique est complètement différente. C'est comme un dialecte du chinois, en gros. Bon, il y avait aussi plusieurs dialectes appartenant à des tribus autochtones, mais bon, la question des langues, franchement, c'est un vrai casse-tête dans ce pays. Mais en tout cas, le sujet des langues dans ce pays a toujours été très complexe. Ils n'ont jamais pu avoir une langue unique, définie, où tout le monde parle la même langue dans tout le pays. Là où je suis maintenant, c'est ce qu'on appelle le Parc de la Paix de 28. Ça vient du 28 février, comme je l'ai raconté dans la vidéo précédente, ce qui s'est passé le 28 février 47, dans lequel des militaires frappent une vieille femme qui vendait des cigarettes de contrebande et lui confisquent la marchandise avec laquelle elle travaillait. Et le fait est que comme l'administration de Chiang était perçue comme très corrompue et inefficace, on voyait que pendant le peu de temps où Chiang était à Taïwan, la situation se dégradait énormément. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Comme c'était dans un lieu public, les gens ont réagi. Mais c'est une longue histoire qui commence par ce petit événement et se termine avec 20 000 Taïwanais assassinés par les militaires de Chiang Kai-shek. La paix qui règne dans ce pays est incroyable. Un sans-abri dormant sur la scène de l'amphithéâtre, une dame buvant un thé sur un siège de l'amphithéâtre. Oui, c'est un pays assez sûr. Ici, les gens ne volent pas en général. La seule chose, c'est que les chauffeurs de taxi gardent quelques pièces en plus. Ah, d'accord. Ils ne t'arnaquent pas et ne te font pas payer le double. Hier, ils ont gardé une grosse somme car je me suis trompé de pièces et ont simplement dit « D'accord, merci ». Et celui d'aujourd'hui devait me rendre 5 $ taïwanais, mais il m'a dit merci. Et cette fois-là, ça ne m'a pas dérangé parce que 5 $ taïwanais, c'est des centimes. Franchement, ça ne m'a vraiment pas dérangé du tout. Et beaucoup de motos. Il y a beaucoup de motos dans ce pays, partout. Et aussi beaucoup de parkings pour motos. Peu de gens à vélo, ça c'est sûr. Eh bien, une autre chose que les Japonais ont fait à Taïwan lors de l'invasion. À Taïwan, on pratique principalement 2 religions, le bouddhisme et le taoïsme. Et en fait, le Japon a le bouddhisme et le shintoïsme. C'est-à-dire qu'avec le bouddhisme, il n'y avait pas de problème, parce qu'ils avaient ça en commun, mais ils n'aimaient pas la présence du taoïsme, qui venait davantage de la Chine continentale. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont détruit tous les temples taoïstes. Et comment faisaient-ils pour les reconnaître étant donné que les 2 religions étaient similaires en termes d'architecture? Eh bien, le fait est que le taoïsme se caractérise par des figures sacrées d'êtres avec une très longue barbe, comme celle-ci. Mais en revanche, dans le bouddhisme, on utilise des statues dorées, pas en or, dorées. Alors qu'ont fait de nombreux temples taoïstes, ils ont placé des statues bouddhistes dorées dans les sanctuaires taoïstes. J'ai aimé parce que c'était très ingénieux. En plus, il est vraiment difficile de trouver les différences. Comme il y avait une statue dorée, caractéristique des temples bouddhistes, ils passaient les contrôles. Et après cet incident du 28 février, c'est à ce moment-là que la loi martiale est instaurée et Taïwan a alors subi la plus longue loi martiale de l'histoire contemporaine dans le monde qui a duré 30 ans, ce qui a plongé Taïwan dans des décennies de peur tout simplement. Et ça a créé un contraste assez marqué
avec l'époque militarisée par la République de Chine et la colonisation japonaise. Parce que voyez-vous, on remarquait beaucoup la mauvaise administration du Kuomintang, la répression et l'autoritarisme. Quand le Japon, comme Taïwan, avait déjà été envahi depuis longtemps, plusieurs décennies auparavant, le moment de plus grande souffrance était, en fait, déjà passé. Et le Japon voulait vraiment que Taïwan fasse partie du Japon. Par conséquent, ils endoctrinaient de la manière la plus positive possible. Dans la mesure du possible, évidemment. De plus, le Japon était déjà assez occupé avec la Chine, la Corée, avec toute la question de la guerre. Donc Taïwan n'était pas aussi militarisé. Il y avait une police ordinaire, pour ainsi dire. Mais ça dépend, car quand le Japon est parti et que le Kuomintang est arrivé, les Taïwanais disaient « les chiens sont partis, les cochons arrivent ». C'est-à-dire, on allait de mal en pis. Mais bon, la chose c'est que les souvenirs du Japon en général étaient que c'était une administration autoritaire, mais efficace. Un système juridique clair, éducation, valeurs modernes, même si ce sont des valeurs japonaises. Ce qui leur posait ce grand problème d'identité, celui d'être japonais, mais de ne pas être officiellement japonais. Parle mandarin. Vive les Taïwanais! Mais en revanche, avec la République de Chine, la comparaison était qu'ils étaient violents, corrompus, inefficaces, injustes, répressifs. C'est pourquoi l'opinion générale sur Chiang Kai-shek est assez variée même si la grande majorité ne l'aimait pas beaucoup. Ainsi, le monument de Chiang Kai-shek, construit par son fils, est quelque peu controversé. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Taïwanais qui iront le visiter. Mais c'est essentiellement pour cette raison que beaucoup de Taïwanais pensent que l'époque où ils étaient avec le Japon était meilleure. Mais voyons, la petite analyse suivante est une perspective complètement personnelle d'après ce que j'ai appris de l'histoire de Taïwan. C'est que, voyez-vous, de la même manière que le Japon a fini par devenir allié des États-Unis après avoir perdu contre les États-Unis, le Japon, en se retirant de Taïwan, n'allait pas forcément être en conflit avec Taïwan. Par conséquent, le fait qu'après la guerre il soit allié avec Taïwan, étant donné qu'il gouvernait sous un système capitaliste, un système anticommuniste, il n'avait aucune raison de cesser d'être allié, n'est-ce pas? Enfin, nous n'y sommes pas allés, mais bon, tout va bien. Je veux dire, au moins, je pense que c'est assez logique. Et en fait, tu vois, aujourd'hui on me l'a déjà dit, par exemple, mon guide d'hier, c'est que les Taïwanais adorent le Japon. Ils aiment vraiment la culture japonaise, ils consomment tout ce qui est anime, ils vont dans des restaurants japonais, ils mangent de la nourriture japonaise, ils vont au Japon en vacances. Les Taïwanaises raffolent de tout ce qui vient du Japon, au point que l'endroit où nous sommes maintenant, on l'appelle le petit Shibuya. C'est une façon de jumeler les quartiers, non? De la même manière, il y a un carrefour qu'on appelle aussi le petit Shibuya, quelque chose dans ce genre. Mais une chose qui m'a beaucoup amusé, c'est que le rival culturel des Taïwanais serait la Corée. Non, c'est comme si c'était le pays contre lequel ils sont en compétition. De la même manière que par exemple en Argentine, l'équipe nationale doit jouer contre le Brésil, c'est comme si tout le pays s'arrêtait et que tout le monde devait regarder le match Argentine-Brésil. Eh bien, dans le cas de Taïwan et de la Corée, s'ils jouent ensemble au baseball, tout le monde s'arrête pour regarder les matchs de baseball contre la Corée. Et au point qu'il y a des personnes, c'est une petite minorité, je pense que c'est une personne sur 10 ou 20, qui ne consomment pas de produits coréens. C'est-à-dire, ils achètent un téléphone qui n'est pas Samsung, qui n'est pas LG, rien de tout ça. C'est quelque chose de très drôle qui a vraiment attiré mon attention. Parce qu'en soi, il n'y a pas de raison d'être rivaux, parce qu'historiquement, il n'y a pas de rivalité entre ces pays, non? Et en plus, le Japon approvisionne énormément Taïwan, vraiment énormément. C'est-à-dire, tu vas dans un 7-Eleven et la moitié, voire plus de la moitié des produits qu'il y a sont japonais, des marques japonaises. Et toi, quand tu vas dans des magasins tech, tu vois des panneaux de marques comme Sony, Nikon, Canon. C'est-à-dire que les marques japonaises sont aussi celles qui dominent le marché taïwanais. Pour te dire, il y a 2 ans, je n'avais aucune idée de rien. Et j'ai vu que c'était un pays avec énormément d'influence japonaise. Et ensuite, j'ai commencé à me demander pourquoi Taïwan avait autant d'influence japonaise. Et c'est de là qu'ont émergé les 2 vidéos sur Taïwan. Mais évidemment, l'identité du Taïwanais,
c'est qu'il est taïwanais. Les gens aujourd'hui se considèrent comme taïwanais. Ils ne se considèrent pas du tout comme chinois. Dans leur grande majorité, ils ne se considèrent pas comme japonais. Mais bon, beaucoup de gens décrivent les Taïwanais comme des Chinois, mais avec une éducation japonaise. En voyant autant d'influence et autant d'amitié culturelle entre Taïwan et le Japon, c'est comme si maintenant, ça m'a vraiment beaucoup plus intéressé l'histoire de Taïwan, et je m'inquiète davantage de la situation avec la Chine. Parce qu'en vérité, c'est un très beau pays, ça me ferait vraiment mal. Honnêtement, ça me rendrait très triste que ce pays soit pris par la République populaire de Chine et qu'ils aient à nouveau ce problème d'identité. Mais bon, sachant que c'est une nation qui a beaucoup souffert, honnêtement, si un jour Taïwan parvenait vraiment à obtenir son indépendance et à avoir officiellement sa journée de l'indépendance, je crois que je le célébrerai moi-même et que je pleurerai de joie, parce qu'ils le méritent vraiment, puisque leur propre société reflète à quel point ils peuvent bien se gérer eux-mêmes. Non. Pour être honnête, j'ai beaucoup apprécié. En enquêtant et réalisant ces vidéos, j'espère que vous apprécierez. N'oubliez pas la section des membres. Plus de vidéos sur Taïwan bientôt. À la prochaine, salut à toi, ta famille, ton animal et ton voisin chiant. Salut! En vérité, je vois plus de tatouages, moins de gens avec des couleurs de cheveux folles, moins de mini-jupes, je crois. Peut-être un peu plus de décolleté, mais pas beaucoup. Quand même, les japonaises restent les plus jolies. Oui, de loin. Même s'il y a aussi des taïwanaises très jolies.